L'article 50 du TUE, c'est le seul article qui permet de sortir de l'Union européenne. Il n'y en a pas d'autre. C'est également le seul article qui permet de sortir de l'euro. Il n'y a pas d'article spécifique dans les traités qui permettent de sortir de l'euro. On ne peut donc pas, juridiquement, sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Et la Commission européenne, le porte-parole de la Commission européenne a confirmé cette analyse que nous faisons constamment. Moi, j'ai été formé aussi pour ça. Je ne suis pas seulement financier, j'ai aussi des cours de droit constitutionnel, de droit administratif. Il suffit de lire les traités. Il n'y a pas dans les traités de clause de sortie de l'euro. Donc la seule possibilité de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne. Et la seule possibilité de sortir de l'Union européenne, c'est l'article 50. Donc notre intérêt collectif, à nous les Français, mais aussi aux Allemands, aux Italiens, etc., c'est que ce divorce se passe le mieux possible, à l'amiable. D'où la nécessité absolue de traiter entre gens adultes, entre responsables adultes, cet accord de sortie. C'est donc tout simplement du bon sens. Et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Nous sommes respectueux du droit, mais nous sommes aussi respectueux du bon sens et nous voulons rester en très bons termes avec les autres pays de l'Union européenne. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est la construction européenne qui est en train d'aigrir les rapports entre les peuples. De plus en plus de Français redeviennent anti-allemands. Je ne parle même pas des Grecs, des Italiens, des Espagnols. Et ça, c'est mauvais. Donc nous voulons, pour calmer le jeu, redevenir, comme dit le proverbe, chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Donc chacun rentre chez soi et en bon terme avec les autres. Le premier renseignement, c'est que la plupart de ces problèmes techniques devraient pouvoir être réglés dans les 6 mois ou 1 an. Si on met les diplomates au travail, ce n'est pas toujours une mince affaire, et si on les met au travail, eh bien, il faudra en gros 6 mois ou 1 an pour régler ces questions. Peut-être qu'il y aura des points d'achoppement qui dureront un petit peu plus longtemps. Mais le fait que le traité prévoit 2 ans maximum est quelque chose d'assez bien vu. Probablement en 1 an, on aura à peu près tout réglé. Ça peut même aller beaucoup plus vite si on est plus expéditif sur certaines questions. La fixation du taux maintenant, eh bien, on fera un taux de conversion de 1 pour 1. Je l'ai annoncé, ça fait déjà 4 ou 5 ans que je l'ai dit, je persiste et signe. Ça veut dire qu'on changera les billets de 5 euros pour 5 francs, de 10 euros pour 10 francs, de 20 euros pour 20 francs, de 50 euros pour 50 francs, de 100 euros pour 100 francs, de 200 euros pour 200 francs. Certains pourront s'étonner en disant « Pourquoi est-ce que vous ne revenez pas au taux de change de 6,55, 957 ?» Mais ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait aucun intérêt si ce n'est que de rendre aux Français un certain effroi par rapport au prix qu'ils acquittent. Quand vous payez un café 2 euros ou 2,50 €, vous découvriez, si vous mettez par 6,55, 957, que vous payez votre petit noir 18 francs. Ça fait froid dans le dos pour ceux qui se rappellent quel était le prix du café en 2001 quand on payait en francs. J'ajoute également que ça facilitera le travail des commerçants, de tous les distributeurs, et ça empêchera les phénomènes inflationnistes des taux d'arrondi. Parce que si vous êtes obligé de remultiplier tous les prix par 6,55, 957, certains seraient tentés de multiplier par 7. Il est très probable que si la France sort de l'euro, eh bien, il est très probable que nous aurons une sortie de l'euro de la part des Grecs, de la part des Italiens et des Portugais. Les autres problèmes techniques, eh bien, les dettes et les créances des résidents et les dettes et les créances des non-résidents. Ça fait partie de ce qu'on vous raconte souvent. On vous dit, mais vous vous rendez compte, si on sort de l'euro, le franc va perdre 50% de sa valeur, ce qui ne sera pas le cas, mais il va perdre, mettons, 25%, ce qui est déjà plus probable, de sa valeur, et donc les dettes vont augmenter de 25%, 30%. La dette publique française va augmenter de 30%. C'est faux. C'est faux parce que nous changerons, le taux de change des dettes sera de 1 pour 1. C'est-à-dire que toutes les dettes en France et toutes les créances auront été traduites au taux de 1 pour 1. C'est une décision souveraine. Donc les résidents, pour eux, ça n'est pas gênant de passer au taux de 1 pour 1. Ce qui peut être gênant, c'est pour les non-résidents qui ont des créances sur l'État français. Ou même pour des résidents ayant une créance, ayant acheté des obligations de la République française. Certains peuvent dire, attendez, vous êtes endetté en euros et d'un seul coup, vous allez rembourser en francs. Or, le franc perd 25%, 30% de sa valeur, vous nous remboursez en monnaie de singe.
À quoi je réponds ce que j'ai répondu? À quoi nous répondons que ça n'est pas exact parce qu'il y a un taux d'intérêt qui est différent actuellement selon les obligations d'État. Si vous achetez de l'obligation allemande à 10 ans, vous payez du 1,4%. Si vous payez des obligations françaises à 10 ans, vous les payez du 2,2%. Si vous achetez des obligations grecques, le taux d'intérêt qui vous est servi, c'est du 5 ou 6%. Pourquoi y a-t-il ces différences de taux d'intérêt entre les obligations grecques, françaises, allemandes? Il n'y a aucune raison normalement, puisque c'est une monnaie prétendument unique, avec un taux impec de 1 pour 1 ad vitam aeternam, et qu'il y a une solidarité entre tous les États. Donc normalement, c'est le même risque de crédit. Donc normalement, ça devrait être absolument les mêmes taux d'intérêt. Si ça n'est pas les mêmes taux d'intérêt, c'est qu'il y a un problème. Problème qui a été posé, la question a été posée par les journalistes du Financial Times, du Wall Street Journal, à Mario Draghi, le président de la BCE, à l'été 2012. Et ce monsieur a commis un petit impair, un gros impair dans la communauté financière internationale. Il a dit, il a levé le ministère, enfin il l'a dit, c'est le tort qu'il a eu, c'est de le dire. C'est-à-dire qu'il fallait payer le risque de liquidité. C'est-à-dire que quand vous prêtez de l'argent, ça a un coût de prêter de l'argent. Vous facturez quelque chose, puisque vous vous privez, vous, de la jouissance de l'argent dont vous possédez. Mais ça ne dépend pas ça ne dépend pas du débiteur, ça ne dépend pas du créancier. La deuxième chose, c'est le risque de crédit. Et la troisième chose, c'est le risque de change, et ce que ça a dit Mario Draghi. Risque de change, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si vous payez, si le taux d'intérêt que les marchés financiers demandent à la Grèce pour 10 ans est de 6%, alors qu'il n'est que de 2,2 à la France et 1,4 à l'Allemagne, c'est parce que les marchés financiers intègrent dans leurs anticipations la possibilité que sous 10 ans, l'euro est explosé et qu'il soit remboursé en drachmes dans un cas, en francs dans un autre cas et en Deutsche Mark dans le troisième cas. Donc ils facturent ce coût, ils facturent cette hypothèse. Donc nous serons fondés à dire, écoutez, la France a payé du 2,2 ou 2,3 quand l'Allemagne payait du 1,4. Les marchés financiers nous ont surfacturé par rapport à l'Allemagne par anticipation du risque qui maintenant se concrétise. Il s'est concrétisé, nous n'avons rien à payer. Nous avions payé une prime de risque pour ça qui se concrétise. Vous comprenez le raisonnement? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière en même temps. La mise en œuvre des principales mesures du programme de libération nationale seront le grand point fort également des premières semaines et des premiers mois de notre nouvelle majorité, de notre nouveau gouvernement. Parce que si nous voulons sortir de l'Union européenne, ça n'est pas une fantaisie, ça n'est pas de la nostalgie, c'est pour répondre aux problèmes les plus urgents et les plus immédiats qui se posent aux Français. Nous voulons les mesures que nous prendrons dans les premiers mois, conformément à notre programme inspiré de celui du Conseil national de la résistance, nous amèneront à arrêter l'hémorragie de délocalisation et d'emplois industriels le plus vite possible. Je vous ai dit que nous perdons une usine par jour. Rétablir l'agriculture. Tous les jours, il y a des agriculteurs qui quittent la terre, sans parler des 400 qui se suicident par an. Nous voulons inverser pour de bon la courbe du chômage. Arrêter la paupérisation de la population française au plus vite, ressusciter nos services publics qui sont en débandade et dont la fin est programmée et la privatisation généralisée, réduire les inégalités qui ravagent la société française, démocratiser les institutions, reformer l'unité nationale qui est gravement attaquée par les attaques subreptices sous la théorie de l'Europe des régions, casser l'engrenage vers la guerre qui nous emmène vers la guerre contre le monde arabo-musulman ou vers la Russie, parce que nous sommes placés sous la tutelle de l'OTAN, redonner sa dignité à la République en ayant des représentants, des dirigeants qui soient dignes des fonctions qu'ils occupent, dignes parce qu'ils connaissent les dossiers, dignes parce qu'ils obéissent au peuple français dont ils ne sont finalement que les mandataires. Rendre à la France sa liberté, susciter le respect des autres peuples du monde et non pas le mépris que nous sommes en train de susciter parce que nous sommes devenus les larbins des États-Unis d'Amérique. Voilà le programme que nous avons et qui est un programme où nous allons prendre à bras le corps les problèmes des Français.
Et pour prendre des problèmes à bras-le-corps, il faut avoir d'abord un peu d'expérience. Je me flatte d'en avoir. En tout cas, j'en ai beaucoup plus que bien d'autres qui se présentent à la fonction suprême. Alors, ça veut dire quoi? Les exemples de mesures permises par notre sortie de l'Union européenne. La première chose que nous ferons, c'est le rétablissement des autorisations préalables pour toute délocalisation d'entreprises à l'étranger. Et ceci, ça sera permis grâce à la fin de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise les délocalisations puisqu'il interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Actuellement, ce que l'on constate en France, c'est ça. Tous les jours, toutes les semaines, on apprend ici, le fabricant de lingerie, Le Jabi, délocalise et supprime 197 postes. Eh bien, nous interdirons ceci. Le Peugeot va délocaliser la prochaine C3 en Slovaquie. Nous interdirons cela. Electrolux délocalise son usine de Reims. Nous interdirons ceci. Et comment nous l'interdirons? Tout simplement parce que nous refuserons les transferts de capitaux nécessaires pour construire les usines sur place. Et ces transferts de capitaux devront faire l'objet d'une autorisation de l'État, comme c'était d'ailleurs le cas sous Vincent Auriol, sous René Coty, sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing, sous François Mitterrand, jusqu'au traité de Maastricht. Parce que c'est comme ça que ça se passait avant. Les entreprises, ça fait belle lurette qu'elles auraient aimé aller s'installer dans des pays à très bas coût de salaire. Sauf que c'était niet. Il fallait obtenir l'autorisation de l'État, qui dit autorisation ne dit pas interdiction systématique. Je cite souvent l'exemple de Peugeot allant s'installer, allant créer une usine en Iran. Eh bien, la France avait étudié, le ministère des Finances avait étudié, est-ce que oui ou non, et puis on avait dit oui. Oui, pourquoi? Parce que c'était bon pour Peugeot. D'ailleurs, si Peugeot proposait le truc, c'est qu'ils jugeaient que c'était bon pour l'entreprise. Ça permettait à l'entreprise de se développer au Moyen-Orient, de fabriquer des 504 robustes pour le marché iranien, le marché afghan. Je rappelle qu'à l'époque, la cour de Kaboul, comme la cour de Téhéran, parlait entièrement le français. De développer également ces véhicules qui seraient commercialisés au Moyen-Orient. C'était bon également pour l'Iran, puisque l'Iran, n'ayant pas d'industrie automobile, voyait d'un seul coup une industrie automobile prendre pied chez elle. Certes, avec des capitaux étrangers, mais enfin, il vaut mieux avoir une entreprise automobile avec des capitaux étrangers que pas d'entreprise automobile du tout. Ça crée de l'emploi, ça crée de l'industrie à l'Iran. C'était bon pour l'Iran. Est-ce que c'était bon pour la France? Oui, c'était bon pour la France parce que ça permettait à la France d'accentuer sa présence culturelle, industrielle. Dans toutes les rues de Téhéran, on voyait, ou d'Isfahan, on voyait des voitures fabriquées en France. Les garagistes devaient se former à la technique française. Des ingénieurs iraniens allaient venir en France. Tout ça était bon pour le rayonnement de la France. Donc c'était bon pour Peugeot, pour l'Iran et pour la France. Est-ce que c'était bon pour les ouvriers français? Ce n'était pas mauvais pour les ouvriers français puisqu'il y avait un quota de réimportation zéro en France. Peugeot ne pouvait pas réimporter en France des véhicules fabriqués en Iran. C'était seulement pour le marché local. Donc les ouvriers français gardaient leur emploi. Donc c'était bon pour tout le monde. Et donc là, on disait oui. Mais maintenant, c'est plus du tout ça. Hein. Maintenant, on n'a même plus le droit de dire oui ou non. De toute façon, c'est de plein droit. Donc toutes les entreprises s'enfuient pour aller créer leur truc à très bas coût de salaire et réimporter d'ailleurs les produits en France. C'est ça le système. Donc de la même façon, nous rétablirons... Alors ce que je voulais dire, oui, c'est que qu'est-ce que vous proposent concrètement, hein, tous les autres partis pour empêcher cette hémorragie sans fin des usines en France? Ils vous proposent quoi, à part des belles paroles? Ils ne vous proposent rien, puisqu'ils refusent de vous proposer de sortir de l'Union européenne. Ça veut donc dire qu'ils maintiennent l'article 63 qui règle notre commerce extérieur et qui règle notamment nos échanges de capitaux. L'article 63 interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Alors vous avez M. Montebourg. Hein. En 2012, M. Montebourg s'est produit sur les scènes en faisant comme ça des grands mouvements. On va interdire les délocalisations. Mais comment pouvait-il interdire les délocalisations puisque la France restait dans l'Union européenne dont l'un des traités interdit d'interdire, justement? C'est là où il se moque de vous. Moi, je ne me moque pas de mes compatriotes parce que j'aime mon pays et puis j'aime mes compatriotes. Voilà, je suis là... Il est de temps en temps nécessaire que dans la vie des peuples et des nations, des gens se lèvent pour dire non par rapport à une situation de plus en plus injuste et inique où on est en train de manipuler
les gens qui sont entraînés vers la misère parce que des gens leur racontent des cracks. Les cracks, si on veut arrêter les délocalisations, il n'y a pas d'autre solution que de mettre un terme à l'article 63, point. De la même façon d'ailleurs que nous rétablirons également des autorisations préalables pour tous les achats étrangers des actifs du patrimoine national. Peut-être fixerons-nous un plafond, un plancher minimum. On peut considérer peut-être que des achats d'actifs de moins de 5 millions d'euros seront de plein droit, ce qui permettra déjà à des oligarques russes ou à des gens de s'acheter des baraques à 3-4 millions d'euros. Ça va, c'est déjà pas mal en France. Mais actuellement, on assiste à quoi? On assiste à ça, le château de Gevrey-Chambertin, vendu à un Chinois qui a fait fortune à Macao, l'un des grands crus des Côtes de Nuit en Bourgogne. Eh bien, nous dirons non. On assiste à ça, le Qatar qui rachète la France, le Paris Saint-Germain, l'hôtel Martinez à Cannes, l'un des très grands hôtels particuliers de la place Vendôme, le Ritz, le Prince de Galles, le Georges V, tout ça, c'est le Qatar qui rachète. Ben, nous dirons non. Voilà. Alors, c'est sûr que peut-être l'émir du Qatar ne va pas me donner des valises de billets pour mener ma campagne présidentielle. C'est possible. Mais ça ne nous empêchera pas de dire ce que nous pensons. Nous dirons non. Nous dirons non également lorsque, par exemple, ça s'était sorti dans la Tribune il y a 2 jours, et si l'État vendait l'aéroport de Toulouse aux Chinois, eh bien nous dirons non. Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas la Joconde à Goldman Sachs, et puis le château de Versailles à JP Morgan pendant qu'on y est? Nous dirons non. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en disant non et en interdisant cela, nous ferons ce que font les autres pays du monde. Puisque, comme je le dis souvent, si, par exemple, Florence, vous gagnez 100 millions d'euros à l'euro-million de vendredi prochain, vous ne pourrez pas acheter un hôtel au Qatar, ou vous ne pourrez pas acheter un très grand jardin de thé en Chine, parce que les Chinois ou les Qataris diront « interdit ». Quand ça interdit ? Interdit. Mais attendez, interdit par notre législation. Les autres pays du monde se protègent et nous sommes interdits de nous protéger par les règles, les traités européens. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. La mondialisation, c'est un jeu de c'est-à-dire que la mondialisation n'a pas les mêmes règles pour tout le monde. Nous voulons que tout le monde ait les mêmes règles et la réciprocité. Donc ça, c'est justement ce qui nous permettra de lutter contre ça. Que proposent d'ailleurs tous les autres partis pour empêcher ce pillage? Rien. Rien que des belles paroles. On le voit bien d'ailleurs. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande? Les délocalisations à tout va et le pillage généralisé. Voilà. Puisque l'article 63 nous interdit d'agir. Exemple de mesures permises par notre sortie de l'Union européenne, la fin de la fuite fiscale des grandes entreprises. On a appris il y a quelques jours ce qu'on a appelé le LuxLeaks. Le Luxembourg est un paradis fiscal pour 340 multinationales. Des entreprises multinationales s'arrangent avec le Luxembourg pour faire apparaître des bénéfices au Luxembourg et faire apparaître des pertes dans les autres pays. Résultat, eh bien, il n'y a pas d'impôt à payer en France, etc. Et comme l'impôt est extrêmement faible au Luxembourg, elle ne paye pas d'impôt du tout. On est en train de revenir à ce qu'a créé la Révolution française. La Révolution française, les nobles, les aristocrates, le haut clergé ne payaient pas les impôts, c'était les plus riches. Ça remontait à Charles VII, qui avait fait une espèce d'accord comme ça pour clôturer la guerre de 100 ans. Résultat, en 1787-1788, ceux qui payaient les impôts, c'était les pauvres, et ceux qui étaient les plus riches n'en payaient pas. Eh bien, on est en train de revenir à cette situation. Actuellement, ce sont les Français, même les plus pauvres, qui payent les impôts. Même s'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, tout le monde paye l'impôt sur la TVA, qui est un impôt anti-redistributif et injuste. Puisque Mme Bettencourt, qui est une multimilliardaire, ou bien quelqu'un qui n'a même pas le SMIC, lorsqu'ils achètent, je ne sais pas moi, 1 litre de lait, ils payent la même TVA. Donc nous avons affaire au fait qu'en France, ce sont les gens les plus pauvres qui payent les impôts, alors que les gens les plus riches organisent leur évasion fiscale. Et ça, c'est permis justement, toujours, notamment par cet article 63 de l'Union européenne. Que vous proposent concrètement tous les autres partis pour empêcher cette fraude fiscale, qui explique d'ailleurs en partie la hausse de notre dette publique? Rien. Ils refusent de sortir de l'Union européenne. Exemple de mesures permises par notre sortie de l'Union européenne, l'interdiction des OGM. On ne peut pas interdire les OGM puisque ça nous est imposé par les réglementations européennes.
Sortant de l'Union européenne, nous pourrons interdire les OGM conformément à ce que souhaitent les Français. La protection de l'agriculture traditionnelle et du niveau de vie des agriculteurs. Actuellement, les agriculteurs français sont placés dans une situation de plus en plus épouvantable, avec un euro qui est extrêmement élevé, qui rend les productions agricoles françaises très chères, et des contraintes de productivité, puisqu'il faut qu'ils aient la même productivité que les grandes plaines de l'Oklahoma, par exemple, ou de l'Arkansas, ou du Saskatchewan au Canada. En sortant de l'Union européenne, nous pourrons arrêter le désastre de l'agriculture française et redonner des marges de manœuvre à l'agriculture française. L'autorisation à la Banque de France de monétiser une partie du déficit public, nous la réautoriserons. C'est la fameuse loi dite la loi Pompidou de 1973 qui n'existe plus. C'est l'article 125 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. En sortant des traités, nous pourrons, en tant que de besoin, faire ce genre d'opération. La suppression de la reconnaissance du mandat d'arrêt européen, le retour à la procédure normale d'extradition garante des libertés publiques, nous pourrons le faire parce que nous serons sortis de l'Union européenne. Si nous y restons, nous ne le pourrons pas. Ce que nous pourrons faire aussi, c'est le retrait immédiat de la France du réseau INDECT, ce réseau de surveillance généralisée financé par l'Union européenne, notamment pour surveiller vos courriers électroniques. Ce que nous ferons, c'est le retrait immédiat de la France des traités transatlantiques TAFTA et TISA qui sont actuellement négociés dans le dos des Français. Ce que nous ferons également, c'est la récupération de notre pouvoir de négociation nationale à l'Organisation mondiale du commerce, dont nous sommes privés au profit de la Commission européenne, ce qui a un impact considérable sur le commerce extérieur français, etc., etc. Nous ferons également le rétablissement et la constitutionnalisation des services publics. C'est actuellement interdit par l'article 106 et l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément au programme du Conseil national de la résistance, conformément à ce que souhaitent les Français ne sont pas un peuple d'extrême. Les Français ne veulent pas que la France devienne un pays collectiviste. Mais les Français ne veulent pas que la France devienne un pays ultra-capitaliste. Ils ne veulent ni l'un ni l'autre. Ils veulent quelque chose qui soit raisonnable. Ils veulent quelque chose qui soit conforme à l'esprit français, c'est-à-dire la nécessité que l'État joue un rôle important pour la justice sociale, pour entraîner les initiatives privées, parce que nous sommes comme ça. Les Français sont toujours désireux d'avoir un État puissant qui assure la justice sociale, notamment au grand moment de l'existence, comme je le disais tout à l'heure, la naissance, l'éducation, la maladie et la mort. Nous ne voulons pas d'une société à l'américaine où il y a 50 millions de personnes qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale. Et moi, je n'ai jamais vu dans mes conférences qui que ce soit venir me trouver en me disant « Monsieur, ce que je veux, c'est que la Poste soit privatisée ». Ça n'est pas vrai. Donc nous, conformément au programme du CNR, nous allons faire le retour à la nation. C'était le terme utilisé par le programme du Conseil national de la résistance de 1944. Nous allons faire la nationalisation totale ou partielle si nécessaire, ou l'interdiction constitutionnelle de privatiser selon les cas, de toute une série de services publics qui sont d'ailleurs encore, pour une partie d'entre eux, nationalisés, mais nous voulons casser ce qui actuellement est en train de se produire, c'est-à-dire la privatisation contre la volonté du peuple français. Donc nous inscrirons dans la Constitution que les entreprises suivantes sont nécessairement des entreprises publiques dont la privatisation est interdite. EDF, GDF, France Télécom, la SNCF, les sociétés d'autoroutes, les sociétés de réseau d'adduction d'eau, TF1, Télédiffusion de France, ainsi que tout établissement financier secouru par des fonds publics. Si une banque a besoin d'être secourue par des fonds publics, on dira très bien, mais maintenant, ça devient une propriété de la collectivité nationale, parce que ça suffit, ce système, où lorsque des banques font du profit, c'est pour les actionnaires, et lorsqu'elles font des pertes, eh bien, ce sont les Français qui doivent éponger les pertes. C'est plus possible. Et puis, nous mettrons dans le même sac également la Poste, la sécurité sociale, et nous constitutionnaliserons le principe des retraites par répartition. Dans l'ambiance actuelle de la France, ça paraît un programme presque d'extrême gauche. Mais détrompez-vous, ça n'est que revenir à la situation de 1944, en gros. Le CNR était présidé par Charles de Gaulle, c'était quand même pas un extrémiste de gauche.
Il y avait au CNR des communistes, des socialistes, des chrétiens sociaux, des gens, des patrons, des ouvriers. Nous voulons simplement revenir à ce qui est l'équilibre nécessaire de la société française. Je signale qu'en octobre 2013, sous la pression populaire, le gouvernement islandais a annoncé qu'il abandonnait le projet d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne. Est-ce que l'Islande a pété les plombs? Je signale au passage, vous savez combien il y a d'habitants en Islande? Il y a 320 000 habitants en Islande. Et les Islandais ont décidé, comme des grands, avec souveraineté, dignité, de dire non à l'entrée dans l'Union européenne. Et nous, on nous explique que la France, qui est la 4e ou 5e puissance économique mondiale, ne pourrait plus être à la taille de ce que fait l'Islande, qui a 320 000 habitants et qui est perdue dans les glaces à côté du Groenland. Le jour suivant la sortie de l'Union européenne, la France va-t-elle connaître l'apocalypse? C'est ce que l'on vous promet. Eh bien, ceux qui vous disent ça, vous allez leur répondre ceci. Voici un territoire qui s'appelle le Groenland, qui est une colonie danoise, un territoire d'outre-mer du Danemark, qui faisait partie de la communauté économique européenne et qui a procédé en 1982 à un référendum sur son retrait de la CEE. Le oui l'ayant emporté, le Groenland est sorti de la CEE le 1er février 1985. Et voilà ce qui s'est passé. Là, c'est le Groenland le 31 janvier 1985, avant la sortie de la CEE. Et ça, c'est le Groenland le 1er février 1985, après la sortie de la CEE. Vous avez compris? En fait, rien n'a changé. Rien n'a changé sur le coup, sauf qu'après, au cours des mois qui ont suivi, eh bien, les Groenlandais ont tout simplement plus été sujets à des décisions prises par d'autres. Ils ont tout simplement repris tout naturellement leur pouvoir et leurs décisions. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de vous faire intimider par la pression des gens qui tiennent les médias de grande diffusion. Il n'y a pas que le Groenland. Voici une île que vous connaissez peut-être, qui est une île des Antilles françaises qui s'appelle l'île de Saint-Barthélemy, qui faisait partie du département de la Guadeloupe. Les départements d'outre-mer sont ce que l'on appelle des RUP, c'est-à-dire des régions ultra-périphériques qui appartiennent à l'Union européenne. En revanche, les territoires d'outre-mer de la République française, qui ne sont pas des départements d'outre-mer, ne sont pas dans l'Union européenne. De telle sorte que, par exemple, les 520 000 Français qui habitent, nos compatriotes qui habitent en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, ne sont pas dans l'Union européenne. Alors, il y a une petite île qui s'appelle l'île de Saint-Barthélemy, qui est peuplée par des milliardaires avec des belles villas. Eh bien, cette île a décidé de sortir du département de la Guadeloupe et de devenir non plus un DOM, mais une collectivité d'outre-mer. Les collectivités d'outre-mer ne sont pas dans l'Union européenne, ce ne sont pas des RUP. C'est passé au Sénat. Vous voyez ici le débat au Sénat le 10 septembre 2010 sur le projet de décision du Conseil européen relatif à la modification du statut européen de l'île de Saint-Barthélemy. Vous voyez comment tout ça est ciselé pour qu'on ne comprenne pas ce que ça veut dire. La modification du statut européen de l'île de Saint-Barthélemy, et ça veut dire en français correct, projet de décision du Conseil européen permettant à l'île de Saint-Barthélemy, d'entre îles françaises, de sortir de l'Union européenne. C'est ça qui s'est passé. Et ça s'est passé le 1er janvier 2012. Alors voici l'île française de Saint-Barthélemy le 31 décembre 2011, avant la sortie de l'UE, et voici ce que c'est devenu le 1er janvier 2012, après la sortie de l'Union européenne. Alors arrêtez de vous laisser intimider. Les gens qui vous disent ça va être la catastrophe, dites allez donc voir à Saint-Barthélemy. Je vous assure qu'il n'y a pas eu un trou qui s'est créé dans la surface terrestre avec un effondrement dans le magma. Alors, que se passera-t-il le lendemain de la sortie de l'Union européenne lorsque la France en aura décidé ainsi ? Est-ce que ce sera ça, la France, le lendemain de la sortie de l'Union européenne ? Eh bien non, la France, ça ne sera pas ça. La France, ça sera ça. Il ne se passera absolument rien. Lorsque vous ouvrirez vos volets, je vous assure que la boulangère sera toujours là et qu'elle fera toujours ses baguettes.
Quant les contrôles aux frontières actuellement, en dehors de l'espace Schengen, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'étranger. Vous êtes peut-être déjà allé à Djerba en Tunisie, ou vous êtes peut-être déjà allé à New York, ou vous êtes peut-être déjà allé à Marrakech au Maroc, ou à Moscou, ou à Tokyo, ou même à Londres, ou à Dublin. Eh bien, dans ces cas-là, vous êtes allé peut-être prendre votre avion à Roissy, et vous avez franchi des frontières. Et donc, c'est que nous sortons de l'Union européenne, ça c'est avant la sortie de l'Union européenne, mais après la sortie de l'Union européenne, mais ça sera exactement la même chose. Parce qu'actuellement, quand on entre ou quand on sort de France, il y a des contrôles aux frontières, c'est le cas le plus général. Lorsque, par exemple, on va au Royaume-Uni, eh bien, il y a les contrôles aux frontières, avant et après, c'est exactement pareil. Donc la seule chose qui se pose, en fait, avec ces affaires de frontières, eh bien, c'est ce que l'on appelle l'espace Schengen. Il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle dans l'espace Schengen des pays qui se sont regroupés, qui sont ici en rouge, qui font partie d'un espace où il n'y a plus de contrôle aux frontières. Donc ça veut dire en pratique, si vous passez la frontière espagnole en Belgique, frontière terrestre, ou avec l'Allemagne, le Luxembourg ou l'Italie, il n'y a plus de contrôle aux frontières. Ça, c'est exact. Mais en revanche, vous voyez qu'il y a des pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'espace Schengen. C'est notamment le Royaume-Uni et l'Irlande. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à Calais, à Sangatte, il y a énormément de migrants qui sont bloqués, puisque justement, il y a un contrôle aux frontières. Vous voyez qu'il y a en revanche des pays comme la Norvège ou l'Islande qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui, elles, sont dans l'espace Schengen. Donc en réalité, les seules choses qui pourraient éventuellement être changées lorsque la France sortira de l'Union européenne, ce sont les contrôles aux frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne, et les contrôles aux frontières aériennes avec les 25 États de l'espace Schengen. Et ce que nous avons toujours dit, c'est que nous soumettrons aux Français, par un grand débat national, ce qu'ils veulent. On demandera aux Français ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin d'en faire une proposition idéologique ou un combat, une espèce de nouvelle guerre de religion. Est-ce que les Français souhaitent ou non rétablir des contrôles aux frontières comme le font le Royaume-Uni, l'Irlande ou les États-Unis d'Amérique que l'on nous présente constamment comme le paradis terrestre dont nous devons tout imiter? Ou bien est-ce que les Français souhaitent conserver leur place dans l'espace Schengen? Ils pourront, tout en ayant quitté l'Union européenne, puisque je rappelle que la Norvège ou l'Islande ne sont pas dans l'Union européenne et sont dans Schengen. Ce sont deux choses disjointes. On peut même envisager d'ailleurs que les Français choisissent une solution mitigée, avec par exemple des contrôles aux frontières vis-à-vis de l'Espagne et de l'Italie, aux frontières terrestres, et puis pas de contrôle aux frontières aériennes avec les pays scandinaves, s'il s'agit de mieux contrôler l'immigration des pays du Sud. Tout ça n'est pas quelque chose qu'il faut politiser à l'extrême. Tout ça, c'est simplement du bon sens. Alors certains vont dire, oui, mais la sortie de l'Union européenne va nous coûter une fortune. Heureusement que l'Europe est là pour payer l'agriculture, vous ne vous rendez pas compte. Alors ceux qui vous disent ça, nous leur disons, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris à la façon dont fonctionne l'Union européenne. L'Union européenne ne produit strictement rien. Comme le disait De Gaulle, l'Europe, ça n'est exclusivement les fonctionnaires et l'argent que les pays ont mis dedans. Et puis ces fonctionnaires que l'on fait mariner dans des tours produisent des directives. Mais ça, produire de la norme, ce n'est pas de la richesse, c'est plutôt de l'emmerdement. Alors, il faut comprendre comment fonctionne l'Europe. En fait, l'Europe est une fantastique pompe aspirante et refoulante d'argent. En fait, chaque pays donne de l'argent à l'Europe, à l'Union européenne, et l'Union européenne redonne de l'argent à chaque pays. Alors évidemment, si l'Union européenne redonnait à chaque pays l'argent que chaque pays a donné à l'Union européenne, ça ne servirait à rien. Il n'y aura plus qu'à fermer boutique. Donc ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des pays qui donnent plus qu'ils ne reçoivent. On les appelle les contributeurs nets. Et il y a des pays qui reçoivent plus qu'ils ne donnent. On les appelle les bénéficiaires nets. Et alors, les contributeurs nets, ceux qui se font plumer, eh bien, en numéro 1, c'est l'Allemagne, puis la France, les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède.
Et ceux qui reçoivent plus qu'ils ne donnent, eh bien, ce sont notamment l'Irlande, le Portugal, la Pologne, l'Espagne, l'Estonie. Et donc voilà le schéma. Progressivement, des ponctions sont faites sur les pays les plus riches au profit des pays en retard. Et puis, il y a un détournement, une espèce de dérivation qui est empochée par la Commission européenne pour ses bonnes œuvres, c'est-à-dire pour son propre fonctionnement, le fonctionnement de ses commissaires européens, de ses fonctionnaires européens, et puis également les fonds européens, les divers et variés. Alors, ça veut dire quoi, ce système ? Ça veut dire que, par exemple, en 2012, ce sont des informations qui sont cachées sciemment à la population française. Jamais vous ne trouverez ces informations. C'est fait pour. Chaque année, c'est ce que j'ai reconstitué. Je n'ai jamais d'ailleurs été attaqué là-dessus, c'est-à-dire que mon calcul est peut-être finalement encore pas assez sévère. En 2012, la France a versé en gros 21 milliards d'euros à Bruxelles. Ici, c'est la Commission européenne. Et la Commission européenne a reversé à la France 14 milliards d'euros sous forme d'aide aux agriculteurs, de fonds du FEDER, d'aide à la recherche, d'aide aux associations, d'aide aux régions, avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. Et comme nous sommes en Auvergne, et que m'a-t-on dit en Auvergne, un chou, c'est un chou, vous aurez remarqué qu'il y a un petit truc. C'est quoi le petit truc ? Le petit truc, c'est ça. C'est qu'il y a 7 milliards d'euros qui ont disparu, qui se sont évaporés et qui ont tout simplement été piqués par la Commission européenne pour en donner une partie à d'autres États membres et pour ses propres frais de fonctionnement. Sous forme bleue aux étoiles d'or. 21, 14 et 7, ça veut dire les 2/3, en gros, nous sont restitués. Alors, comment ça marche, l'Union européenne ? Je vais toujours parler à Florence. L'Union européenne, c'est très exactement ça. Je demande à Florence qu'elle me donne un billet de 100 euros. Donnez-moi donc 100 euros. Elle me donne 100 euros. Je garde les 100 euros pendant quelques mois. Et puis, au bout de quelques mois, je reviens en donnant à Florence 66 euros. Et je lui dis, on dit merci qui ? Hein ? Je suis généreux. Ça, c'est les fonds européens. C'est son argent, hein. J'en ai barboté 34 euros et elle doit me dire merci. Pas seulement ça, je lui dis 66 euros, mais à la condition que vous refassiez la peinture de votre cuisine et de votre salle de bain qui ne me plaît pas du tout. Mais moi, elle me plaît. Non. Vous changez le truc de. Vous dépensez cet argent que je vous donne gracieusement pour faire les politiques que j'ai décidées. C'est ça l'Europe. Et puis ensuite, les 34 euros que j'ai conservés, je m'en mets à peu près 10 dans la poche pour aller faire bombance, aller au resto, etc. Et puis les 24 euros restants, je les donne à madame et on dit merci qui ? Je suis quand même vachement sympa. Et elle doit dire merci à moi, à l'Europe. C'est-à-dire que l'argent que verse la France, nous en sont restitués les 2/3 pour mener des politiques imposées par l'Europe, fussent-elles les plus absurdes possibles. Et le dernier tiers sert à financer une vie de nabab des fonctionnaires européens qui partent à la retraite au bout de 15 ans, à un taux plein, qui gagnent des sommes phénoménales. Et le reste est donné à d'autres pays au nom de l'Union européenne, c'est-à-dire que ceux qui reçoivent notre argent ne savent même pas que c'est nous qui payons. Chapeau ! Vraiment, comme stratégie, c'est fantastique. Alors, lorsque les contribuables français versent 100 euros à l'Union européenne, les agriculteurs français récupèrent 50 euros via la politique agricole commune. Les régions françaises récupèrent 16 euros via les aides économiques structurelles. Les 34 euros restants ne sont pas récupérés. Ils financent les fonctionnaires européens, les frais de fonctionnement, ainsi que les Polonais, les Estoniens, les Slovaques, les Turcs. Les Turcs, puisqu'ils sont en procédure d'adhésion, puisque les États-Unis, ce sont les États-Unis qui ont décidé que la Turquie entrerait dans l'Union européenne. Je l'ai expliqué maintes fois, c'est parce qu'il s'agit de faire coïncider le périmètre de l'OTAN et le périmètre de l'Union européenne. Mais il y a encore mieux. C'est que l'Union européenne demande de cofinancer, avec notre argent et avec de l'argent de la République, des campagnes de promotion pour vendre les bénéfices de l'Union européenne. Ça, c'est des photos que j'avais prises à Millau, dans l'Aveyron, le croirez-vous. Pour révolutionner les nouvelles technologies, les étoiles de l'Europe, c'est mieux. On fait croire à la population française
que si l'Europe n'était pas là, on ne pourrait pas financer la recherche. Alors que si nous sommes sortis de l'Union européenne, non seulement nous pourrons la financer directement, mais on aura 7 milliards d'euros en plus à dépenser pour notre propre compte. Alors ça, il ne faut surtout pas que vous le sachiez. Mais enfin, vous voyez cette escroquerie extraordinaire qui a un impact considérable sur l'unité nationale. Voici ici un village que vous ne connaissez peut-être pas, même assez probablement pas, puisque ici c'est la France et de l'autre côté de ce fleuve, cette côte que vous voyez en face, c'est le Brésil. Le fleuve s'appelle l'Oyapock et la ville s'appelle Saint-Georges de l'Oyapock. C'est une commune française, de Guyane française. Eh bien, sur ce panneau, vous voyez le drapeau, enfin le blason de la commune et le drapeau européen. Et le financement de l'opération pour l'amélioration des voiries, eh bien, vous avez tout simplement la commune, le département et le FEDER, c'est-à-dire le Fonds européen de développement régional. C'est-à-dire que nos compatriotes de Guyane qui se renseignent un petit peu sont fondés à se dire « mais finalement, la France nous laisse tomber, heureusement que l'Europe est là. Prenons donc notre indépendance. C'est fait pour. » Ce qui existe à Saint-Georges-de-l'Oyapock, on vous le trouvez à Rouen. Au port autonome de Rouen, c'est les travaux financés par l'Union européenne, le port autonome de Rouen, le Conseil régional de Haute-Normandie, le Conseil général de Seine-Maritime, la communauté d'agglomération rouennaise. Celui qui paye le plus, la structure qui paye le plus, c'est la République française, n'apparaît pas. Parce que l'Union européenne, ce sont les fonds versés par la République. Le Conseil général et le Conseil régional, c'est financé par les taxes d'habitation, taxes foncières décidées par la République, payées par les contribuables français. Mais si vous habitez à Rouen, vous vous dites, mais finalement, on peut se passer de la France. Autant avoir une Normandie réunifiée, une province indépendante qui traitera directement avec Bruxelles pour avoir l'argent. Et on va dire la même chose en Bretagne. On va même financer le mouvement des bonnets rouges. Et on va dire la même chose aux Corses. Et la même chose aux Alsaciens, puisque c'est la même chose en Alsace. Les travaux sont faits par l'Union européenne. La France n'apparaît plus. Les gens sont fondés à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette France qui ne cesse que de nous envoyer des réglementations? Parce que les réglementations, on les fait porter le chapeau aux énarques, mais les réglementations sont décidées par la Commission. Donc nous, on nous fait faire le sale boulot. L'État fait faire c'est le sale boulot. Et puis les subventions, le bon boulot, il est prétendument venant de l'Union européenne. Vous voyez, même dans la Somme, la baie de Somme à vélo, on explique que si vous pouvez faire de la bicyclette dans la baie de Somme, c'est grâce à l'Union européenne. Vous voyez quand même où va se nicher la propagande extraordinaire. Ne vous laissez donc pas intimider par la propagande. Les subventions dites européennes sont en fait payées par les Français, ne représentent qu'une partie de ce que nous versons, en gros les 2/3. Si nous sortons de l'UE, non seulement la France pourra toujours verser le même montant de subventions aux agriculteurs, sauf que cette fois-ci, les agriculteurs de l'Aveyron, de l'Ardèche, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de toute la France recevront les subventions avec le drapeau de la République française, ce qui est normal puisque c'est la République française qui paye, c'est-à-dire la collectivité nationale. Et deuxièmement, nous aurons 7 milliards d'euros de plus, soit à économiser pour diminuer notre dette publique, ça ne serait pas forcément inutile, puisqu'on s'endette en définitive pour payer la Commission européenne, hein. Ou alors à consacrer à des politiques sociales. Dans notre programme, c'est ce qui est prévu, de faire un grand programme de logements sociaux, parce qu'il y a énormément de Français qui ont les plus grandes difficultés à se loger. Le coût total annuel de la construction européenne pour la France, en contribution nette, c'est 7 milliards d'euros. Il faut y ajouter les autres dépenses budgétaires apparentes, les cofinancements, les sanctions, les indemnités. Les sanctions, c'est lorsqu'on tarde à introduire la réglementation européenne, 4 milliards d'euros. Le coût de la collecte des recettes fiscales affectées aux dépenses européennes, 150 millions d'euros. L'impact financier de la réglementation européenne, alors ça, on n'a pas d'estimation en France, mais les Néerlandais ou les Britanniques qui sont près de leurs sous, comme les Auvergnats, ont fait des calculs en comptabilité analytique qui donnent froid dans le dos. Parce que toute la réglementation européenne s'appliquant à toutes les administrations, toutes les entreprises publiques et privées, les agriculteurs, les gens n'en peuvent plus des réglementations qui leur tombent en permanence sur le dos, en disant les énarques, ce n'est pas les énarques, hein, c'est la Commission européenne, ce sont les services de la Commission. Ça a été chiffré aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni. Au prorata de ce que c'est pour la France, pour l'État, ça ferait un minimum de 8,7 à 10 milliards d'euros annuels.
Pour les collectivités locales, 2,2 milliards d'euros. Pour les entreprises françaises, un minimum de 37 à 40 milliards d'euros de coûts à cause de tous ces personnes, ces services administratifs, le temps perdu à remplir toutes ces procédures européennes, soit un total énorme d'au moins 60 milliards d'euros. Ces informations, ces analyses sont absolument interdites de réflexion et d'antenne en France. C'est pourtant fondamental, c'est sans doute une des raisons essentielles pour lesquelles l'ensemble du continent européen est désormais la lanterne rouge de la croissance planétaire depuis 15 ou 20 ans. Parce que tous les pays européens sont dans la même situation, ont une croissance très lente. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont complètement abreuvés de réglementation, de prélèvement, de ponctionnement par cette espèce de cancer administratif qui est cette nouvelle Union soviétique, cette construction soviétoïde qui s'appelle la construction européenne. Le résultat de tout ça, c'est que dans la coopération internationale, tout le monde est d'accord sur le même projet et a intérêt à ce qu'il réussisse. Alors que dans l'intégration supranationale, personne n'est d'accord sur le même projet. Et donc chacun freine pour préserver ses intérêts fondamentaux. Ça veut donc dire que dans la coopération internationale, en réalité, ça marche presque toujours et tout le monde est content. Et nous sommes pour. Nous sommes pour Airbus. D'ailleurs, en sortant de l'Union européenne, nous serons toujours dans Airbus. Ça n'a aucun rapport avec l'Union européenne. Nous sommes pour Airbus, nous sommes pour Ariane, nous sommes pour le tunnel sous la Manche, nous sommes pour la coopération nucléaire franco-chinoise, nous sommes pour la fusion Air France-KLM, nous sommes pour la fusion Renault-Nissan, nous sommes pour toutes ces coopérations internationales, y compris avec des pays qui ne sont pas dans l'Europe. C'est bien, c'est sain d'avoir une coopération avec la Chine, d'avoir une coopération avec le Japon. Il faut que nous ayons plus de coopération avec les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, avec les pays d'Amérique latine. C'est bien parce que c'est ça qui favorise la paix. C'est ça qui favorise la paix. Ce sont les échanges avec tous les peuples du monde sans distinction nauséabonde entre ceux qui appartiendraient à l'Europe et les autres. Ça n'est pas vrai. En revanche, l'intégration supranationale, eh bien, ça ne marche jamais. Et tout le monde est furieux. C'est de ça que nous ne voulons plus. Donc vous comprenez que sortir de l'Union européenne, ça n'est pas du tout se refermer sur soi-même, c'est renouer avec la réalité, le monde réel et avec ce qui marche. Alors il y a encore un autre argument. Vous allez isoler la France du reste du monde. C'est un argument un peu différent de l'argument des frontières. C'est comme si on allait être le mouton noir du monde diplomatique international. Alors, comme d'habitude, moi je prends ma rationalité, je me renseigne et je regarde ce qui nous relie au monde extérieur. On veut faire croire aux Français que ce qui nous relierait au monde extérieur serait exclusivement l'Union européenne. C'est faux. C'est une histoire de dingue, ça aussi. En réalité, la France restera liée à l'Allemagne par des traités bilatéraux, si nous sortons de l'Union européenne, pas moins de 252 traités. Par exemple, les conventions de non-double imposition, les échanges d'étudiants entre la France et l'Allemagne, la délimitation des frontières, les échanges diplomatiques, les adoptions, le changement de nom, les transferts de corps de personnes décédées. Nous avons 252 traités bilatéraux entre la France et l'Allemagne. Il faut y ajouter par ailleurs les traités multilatéraux qui nous relient à l'Allemagne en dehors de l'Union européenne. Par exemple, la Convention relative au statut des réfugiés, par exemple, la Convention destinée à régler certains conflits de loi en matière de chèques, le transport des corps, la protection des oiseaux utiles pour l'agriculture, ça date de 1902, vous voyez ? Des traités multilatéraux où il y a la France et l'Allemagne dans le même traité international. Ça, eh bien, si on regarde de près, nous en avons 352 traités multilatéraux. Ça veut donc dire que s'agissant de l'Allemagne, nous sommes reliés à l'Allemagne par 252 traités bilatéraux et 352 traités multilatéraux, c'est-à-dire 604 traités qui nous relient à l'Allemagne en dehors de l'Union européenne. Et lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, nous aurons toujours 604 traités bilatéraux ou multilatéraux qui nous relieront à l'Allemagne.
De même que nous aurons 500 traités qui nous relieront à la Belgique, 430 à l'Espagne, 263 à la Grèce, 175 à la Hongrie, 488 à l'Italie, 220 à la Pologne, 266 au Portugal, 425 au Royaume-Uni, 127 à l'Algérie. Tout ça, c'est en rouge, c'est les pays de l'Union européenne. Mais j'ai pris des pays en dehors de l'Union. 127 à l'Algérie, 129 à la Chine, 294 aux États-Unis, 102 au Japon, 183 à la Russie, etc., etc. En d'autres termes, si on prend les traités de la France avec tous les États du monde, nous avons 4 877 traités bilatéraux, 1 776 traités multilatéraux. Au total, 6 653 traités qui nous relient au reste du monde en dehors de l'Union européenne. Donc, ceux qui vous disent que si la France sortait de l'Union européenne, elle serait isolée, vous leur répondez « Quel bobard !» Lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, elle restera liée aux 195 autres États du monde par 6 653 traités. Excusez du peu. De la même façon, je vous signale que la France possède le 2e réseau diplomatique du monde. Nous avons 190 États, nous avons des relations diplomatiques avec 190 États dans le monde. Nous comptons actuellement 165 ambassades, sachant que des ambassades sont accréditées sur plusieurs États à la fois, par exemple en Afrique ou dans le Pacifique Sud. Et nous avons 145 consulats ou sections consulaires à l'étranger. Voulez-vous que je vous les lise ? Lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, nous aurons toujours ces ambassades. Il n'y a aucune raison pour fermer l'ambassade à Djibouti, en Égypte, en Namibie, au Népal, au Niger, au Mexique, au Luxembourg, au Kirghizistan, en Allemagne. On a d'ailleurs déjà une ambassade en Allemagne. En dehors de l'Union européenne, on va la garder. Au contraire, d'ailleurs, c'est si nous restons dans l'Union européenne que progressivement on va fermer les ambassades parce qu'on nous le demande au profit de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui nous coupe du reste du monde. À ceci, donc, si les gens vous disent que la France serait isolée, vous dites quel bobard. Lorsque la France sortira de l'UE et de l'OTAN, elle conservera intégralement ses 165 ambassades et ses 145 consulats et sections consulaires. Ce sera toujours le 2e réseau diplomatique du monde. Et puis, il faut ajouter à ceci les délégations et représentations dans des organisations internationales. Je vais passer vite. Il faut savoir que nous avons des représentations dans les 26 représentations, ambassades, dans des délégations des organisations internationales comme l'ONU, l'OCDE, etc. Et que sortis de l'Union européenne, en réalité, nous en conserverons 23, nous en fermerons 3. Les 2 représentations permanentes à l'Union européenne et celle à l'OTAN. Et encore, on pourra peut-être transformer une de celles à l'Union européenne d'une représentation permanente en une ambassade auprès de l'Union européenne, à supposer que l'Union européenne continue d'exister. En d'autres termes, les organisations internationales dont la France restera membre après être sortie de l'UE, l'Organisation des Nations Unies dont nous resterons membres permanents du Conseil de sécurité alors que nous risquons de perdre ce siège permanent si nous restons dans l'UE, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU, l'Office international des migrations, le Haut Commissariat pour les droits de l'homme, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation mondiale de la santé. Nous resterons dans toutes ces organisations lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, de même que nous resterons à l'UNESCO, que nous resterons à l'Organisation de l'aviation civile internationale, à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Nous resterons membres de l'Union internationale des télécommunications. Nous resterons membres de Interpol pour la coopération policière internationale. Nous resterons membres de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'autorité des fonds marins. Nous resterons membres du traité de l'Antarctique. Nous resterons membres du traité de l'espace et du Bureau des affaires spatiales des Nations unies, membres de l'Organisation météorologique mondiale, membres de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Vous voulez que je continue ? C'est bon, hein ? Quelles vont être les conséquences de la sortie de l'euro ? Et ça sera, je crois, la fin de cette conférence, qui me permettra d'aller boire. Je vais aller vite, assez vite. C'est l'évolution du taux de change entre le franc et l'euro. Les Européens ont tenté d'effrayer les Français en leur certifiant que le franc sera victime d'attaques spéculatives incessantes, que son cours s'effondrera, que les étrangers s'enfuiront en se pinçant le nez, que le chômage galopera, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va entendre ? On l'entend déjà. Mais c'est en ce moment que les gens s'en vont. D'ailleurs, ce n'est pas les étrangers qui s'enfuient, c'est les Français qui s'enfuient. C'est en ce moment que le chômage galope. C'est en ce moment
que la France s'effondre. C'est en ce moment qu'il faut qu'ils rendent des comptes. Allez regarder ce que je dis depuis 7 ans que j'ai créé l'UPR. Trouvez une seule erreur dans ce que je vous ai dit. Allez, écoutez, il n'y a pas que moi. Allez regarder ce que Philippe Séguin, en 1992, à l'Assemblée nationale, avait dit sur ce qui allait se passer si nous ratifions le traité de Maastricht. 99% de ce qu'il dit a été totalement confirmé par les événements. C'est à ça qu'il faut revoir où est la vérité et où est le mensonge. Tous ceux qui avaient mis en garde sur dire non au traité de Maastricht et non à l'euro ont eu raison sur toute la ligne. Tous ceux qui vous ont dit le contraire ont eu faux sur toute la ligne. Alors arrêtez d'écouter les menteurs. Je vous ai déjà parlé du cas suédois. Pendant 9 mois précédant le référendum du 14 septembre 2003, les européistes ont menacé les Suédois de la pire apocalypse s'ils votaient non à l'entrée dans l'euro. Ils ont prédit un effondrement de la couronne suédoise, le départ des grandes entreprises, des investisseurs internationaux, la mise au banc de la communauté internationale. Ceux que ça intéresse pourront aller voir ma conférence qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?» où j'explique le cas suédois en long et en large. Résultat des courses. Les Suédois ont voté non. Ils ne se sont pas laissés intimider par les bobards pseudo-techniques des européistes. Ils ont voté non à l'euro le 14 septembre 2003 avec 57% de non. Dans les semaines qui ont suivi, la couronne suédoise a grimpé sur les marchés d'échange. Elle devait s'effondrer, elle a grimpé. Il a fallu que la Banque centrale suédoise intervienne pour faire baisser les taux d'intérêt, pour faire baisser le taux de change de la couronne suédoise. Et depuis lors, depuis 2003, le taux de croissance de la Suède, comme d'ailleurs le taux de croissance du Royaume-Uni et du Danemark, a toujours été supérieur au taux de croissance de la zone euro d'environ 50%. C'est pour ça que personne ne vous parle de la Suède ni du Danemark. Cette évolution du taux de change de l'euro par rapport au dollar, et ça sera le dernier graphique de cette conférence, vous montre l'évolution de l'euro par rapport au dollar sur la décennie 2000. Il vous montre que plus l'euro était tombé à 0,85 $. Il est ensuite monté à 1,60 $ pour 1 euro. Et ensuite, il fait du yo-yo aux alentours de 1,25, 1,30. Pendant la même période, voici en rouge l'évolution de nos importations, en bleu l'évolution de nos exportations. Comme on peut le constater, les deux courbes bleues et rouges sont à peu près identiques pendant la période avec le décalage de 9 mois qui est la prise en compte dans les statistiques douanières, pendant la période où l'euro était égal ou inférieur à 1 $. Ça veut dire que notre commerce extérieur est équilibré lorsqu'un euro égale 1 $ ou un petit peu moins. Ça veut dire en revanche que plus l'euro est fort par rapport au dollar, et plus nous importons, c'est normal, parce que plus l'euro est fort, plus ce qui est produit en dehors de la zone euro est bon marché, et plus nous importons de produits bon marché. Mais plus les produits fabriqués en France ou en zone euro sont chers, et donc nous avons du mal à exporter. Et donc vous voyez que se creuse notre déficit commercial. En 2012, nous avons eu le plus gros déficit commercial de l'histoire de France depuis Vercingétorix. 78 milliards d'euros, c'est-à-dire quelque chose comme à peu près 550 milliards de francs, c'était du jamais vu. Et puis en 2013, on est passé de 78 milliards d'euros à 73 milliards d'euros. En réalité, si nous dégageons des déficits commerciaux énormes, c'est parce que l'euro est surévalué et que l'euro ne peut être, pour convenir à la France, il faut avoir 1 euro égale 1 $ à peu près. Sinon, on peut acheter effectivement à l'étranger, mais on torpille notre industrie, les usines ferment, les unes après les autres, le chômage augmente et les gens s'appauvrissent. C'est exactement ce qui se produit. C'est pour ça qu'il faut que le franc baisse. Alors les gens vont dire, oui, mais si le franc baisse, on paiera l'essence plus cher, on paiera le pétrole plus cher. C'est vrai. Mais en économie, il n'y a jamais 100% de bénéfices ou 100% de pertes. Il y a toujours du pour et du contre. Alors on paiera le pétrole plus cher, c'est exact. Mais je vous rappelle que l'essence à la pompe, il y a 55% de taxes. Et puis il y a 20% de raffinage, transport et distribution.
Donc si on s'arrange bien, l'État pourra, en diminuant un peu la taxe sur les produits pétroliers, atténuer, voire faire disparaître complètement le surcoût que procurera la baisse du franc par rapport au dollar pour les produits pétroliers. Ça, c'est vrai qu'il y aura quelques inconvénients. Les produits étrangers coûteront plus cher, c'est vrai. Mais les produits français coûteront beaucoup moins cher. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, ça a été réfléchi, notamment par Jacques Sapir et Philippe Murer, qui ont publié une étude qui fait plusieurs dizaines de pages, fondée sur des modèles économétriques. Ils ont fait tourner leurs ordinateurs, les scénarios de dissolution de l'euro, avec 3 hypothèses de situation: une dissolution contrôlée de la zone euro, une scission de la zone euro en 2 zones, une dissolution non contrôlée de la zone euro. Et 3 options de politique économique: une pro-consommation, une pro-investissement et une réduction des déficits. Et en faisant tourner leurs ordinateurs, ils sont arrivés à ces conclusions. Ce n'est pas forcément une vérité d'évangile, bien entendu. C'est contestable, c'est de la futurologie. Toute prévision est contestable. Mais enfin, voilà des chercheurs qui ont fait tourner des ordinateurs, qui ont beaucoup réfléchi. Et nous avons, nous, à la télévision, à la radio, des gens qui viennent vous dire « ça sera l'apocalypse », sans aucune explication. Ce sont les Jacques Attali, ce sont les Jacques Delors, ce sont les Michel Rocard, les Giscard d'Estaing qui se sont plantés sur tout. Donnons la parole et examinons des professeurs d'économie sur le résultat de cette étude. C'est que dans la mesure où le franc perdrait environ 30% de sa valeur, ce qui est conforme d'ailleurs à ce que je viens de vous montrer, puisque je vous ai dit qu'il faudrait qu'un euro égale un dollar, donc un franc, puisque nous on veut rétablir le franc pour l'euro, il faudrait qu'en fait un franc soit à peu près égal à un dollar pour rétablir la compétitivité. Or actuellement un euro est égal à 1,30. Donc actuellement l'euro est à peu près 30% trop cher. Donc la sortie de crise de la France, il faut que notre monnaie perde à peu près 25 à 30%. C'est exactement l'hypothèse qu'ont faite Jacques Sapir. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé que la dissolution de la zone euro, le retour au franc, accompagné d'une dévaluation de l'ordre de 25 à 30% du franc par rapport au dollar, laisserait les revenus et les dépenses réalisées sur le territoire inchangés. Même avec des hypothèses pessimistes, l'inflation ne dépasserait pas 5% la première année, 4% la deuxième année, reviendrait ensuite à son niveau structurel. Ils ont découvert qu'un strict contrôle des mouvements de capitaux devrait être mis en place pour gérer la dévaluation. C'est exactement ce qu'on propose, ça tombe bien. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est ce qui est arrivé au moment de la crise à Chypre. Ils ont montré que le poids de la dette publique diminuerait rapidement, tandis que le déficit résiduel des dépenses publiques pourrait être parfaitement couvert par l'épargne nationale, avec une redescente rapide à 75-85%, 80% du PIB. On est actuellement à 88% du PIB. Ils ont découvert que les gains en croissance et en emploi seraient spectaculaires. Selon les 9 scénarios, la croissance s'établirait selon les scénarios entre plus 8 et plus 21% en 4 ans. On pourrait atteindre du 5% de croissance pendant 4 années successives. Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte que le nombre jeté aux chômeurs actuellement de 3,2, 3,3 millions en catégorie A chuterait selon les différents scénarios qu'ils ont étudiés à 2,2 millions de chômeurs dans le plus mauvais des cas et plus sûrement à 1,2 million de chômeurs. C'est-à-dire que nous pourrions gagner 1 à 2 millions d'emplois en sortant de l'euro et en rétablissant le franc, avec un franc qui perdrait 25% de sa valeur par rapport au dollar, par rapport à la monnaie actuelle qui est très surévaluée par rapport à la compétitivité de notre économie, nous pourrions sortir entre 1 et 2 millions de Français du chômage. Est-ce que ça vaut pas la peine de le regarder d'un peu plus près ? Est-ce qu'on a le droit de dire ça à la télévision française sans qu'aussitôt quelqu'un vous dise « Ah, vous êtes d'extrême droite !» parce que vous avez été dans un local qui était possédé par un mec qui est d'extrême droite. Voilà le débat qu'il y a maintenant dans les médias français. C'est une honte. La France n'est plus une démocratie. Les résultats de cette étude montrent qu'à court terme, la valeur du patrimoine des ménages serait affectée en fonction de la composition de ce patrimoine. Mais il retrouverait sa valeur à moyen terme. L'assurance vie perdrait de 3 à 5% la première année, 2% la deuxième année. Il faut le savoir, vos placements en assurance vie pourraient perdre jusqu'à une dizaine de pourcents. Oui, certes, mais les placements immobiliers connaîtraient quant à eux une hausse. Les taux d'imposition générale de l'économie française pourraient baisser de 45% à 43, voire 41% du produit intérieur brut. Sortir de l'euro et rétablir un franc permettra donc de faire baisser significativement le taux d'imposition.
Et quelles vont être les conséquences de la sortie de l'UE et de l'euro sur l'industrie française? Eh bien, les résultats de l'étude Sapir-Murer nous le donnent. Du moins, c'est à discuter. Je ne dis pas que leurs résultats sont incontestables, mais en tout cas, c'est une base de travail sur laquelle les européistes refusent. Ils vous disent qu'il faut continuer la politique actuelle qui nous mène dans le mur. Une dissolution de la zone euro, une forte dévaluation du franc aurait des effets extrêmement bénéfiques pour l'industrie française, avec une augmentation très forte de la production et des exportations, une très forte hausse des investissements français et étrangers en France et un début de relocalisation d'industrie en France. Ben oui, puisque le travail des Français coûterait 30% moins cher vu de l'extérieur, des entreprises viendraient se relocaliser en France, parce que ça n'a pas que des avantages de se délocaliser, parce que la main-d'œuvre française est considérée généralement comme une excellente main-d'œuvre, avec des ouvriers très qualifiés, quoi qu'on en dise, avec des traditions ouvrières, des traditions industrielles, avec des bons ingénieurs, d'excellents agents de maîtrise. Donc une entreprise, si d'un seul coup ça coûte 30% moins cher, ils vont se dire mais finalement, quand on envoie faire nos trucs au Bangladesh, en fait les produits qui nous sont envoyés, c'est des produits à moitié mal foutus. Ça vaut peut-être le coup de payer un tout petit peu plus cher, mais que ça soit fabriqué en France. Mais un tout petit peu plus cher, pas beaucoup plus cher. Donc si d'un seul coup c'est 30% moins cher, on assistera à une relocalisation d'industrie en France. Sortir de l'euro permettra de faire renaître l'industrie française moribonde, et ceci d'autant plus que le retour du contrôle des mouvements de capitaux, c'est-à-dire la sortie de l'article 63 du TFUE, permettra d'empêcher pour de bon les délocalisations. Et puis enfin, quelles vont être les conséquences de la sortie de l'UE et de l'OTAN sur la diplomatie française? La diplomatie française, comme toutes les diplomaties, doit s'intéresser à la géopolitique. Or, ce qui gouverne la géopolitique, malheureusement, c'est souvent des choses très très matérielles, c'est notamment l'accès aux hydrocarbures, la clé de la croissance et de la richesse, la clé de l'énergie. Donc, pour savoir ce qui attend le monde de demain, il faut savoir quelles sont les réserves mondiales prouvées de pétrole. Un spécialiste m'a dit, ce n'est pas des réserves mondiales prouvées, ce sont des réserves mondiales officialisées, rendues publiques. Il y a beaucoup d'autres réserves qui sont cachées, c'est possible. Il n'en demeure pas moins que, comme le monde se graphique ou celui-là, tout le monde sait qu'à horizon de 30, 40 ou 50 ans, c'est encore au Moyen-Orient qu'il y aura plus de la moitié des réserves en hydrocarbures. Et puis en Afrique, et puis en Amérique centrale, et puis en Russie. On a ici une courbe qui a été contestée, c'est la courbe du pic pétrolier. Cette courbe du pic pétrolier donne à penser que nous aurions atteint un pic vers 2010 et que désormais, inéluctablement, la production pétrolière devrait se raréfier. C'est contré par d'autres analyses qui parlent non pas d'un pic, mais d'un plateau pétrolier qui durerait beaucoup plus longtemps. Je vais vous montrer le graphique dans un instant. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est de faire un agrandissement et de voir qu'en 2020-2030, c'est-à-dire demain, il y aura pratiquement plus de pétrole aux États-Unis hors Alaska. Puis de toute façon, les États-Unis conservent ça pour eux, ce sont leurs réserves stratégiques. En Europe, c'est terminé. On va assister à la fin de ce qui se passe en Norvège et en Écosse. En Russie, en revanche, il y aura encore du pétrole en 2050. Et encore, ce sont les réserves prouvées, mais sans doute il y a beaucoup d'autres réserves qui ne sont pas encore annoncées. Il y aura les autres, c'est-à-dire le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine. Ça veut dire qu'à horizon de 2050, ceux qui posséderont les hydrocarbures, ça sera la Russie, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique latine. Et le graphique avec non pas le pic pétrolier, mais le plateau pétrolier, en fait, vous voyez, c'est la même chose qu'on reporte non pas à 2050, mais à 2125, la fin du pétrole. En gros, c'est un peu la même chose. Ça ne vient pas polluer la conclusion qui est que c'est en Afrique, au Moyen-Orient, plus exactement au Moyen-Orient 1, et puis également en Amérique latine, en Afrique et en Russie, qu'il y aura les réserves en hydrocarbures vitales pour la vie en société, la vie contemporaine telle que nous la connaissons. Dans ces conditions, à votre avis, d'un point de vue géopolitique, qu'est-ce qui est intelligent? C'est être ami des pays qui auront des hydrocarbures ou être ennemi? C'est évidemment être ami. Charles de Gaulle nous avait laissé en 1969 une France rayonnante qui était acclamée en Russie. Il avait entamé la politique de détente. Au Moyen-Orient, il avait lancé la grande politique arabe de la France. En Afrique,
C'est lui qui était l'auteur des décolonisations. Il avait procédé, pas défendre la France-Afrique, bien entendu, mais il avait procédé à une profonde rénovation quand même des rapports franco-africains. En Amérique latine, il avait fait son grand déplacement en Amérique latine. Tous ces atouts exceptionnels, la politique arabe de la France, la politique en Amérique latine, la politique africaine, la politique de détente vis-à-vis de la Russie ont été sabotés par ses successeurs qui nous ligotent avec l'Union européenne dans un choix dramatiquement erroné. Au lieu de faire alliance avec les pays, alliance, mais une alliance amicale, fructueuse, une vraie coopération fondée sur l'amitié, la connaissance mutuelle, l'appréciation mutuelle, au lieu de faire alliance avec les pays d'Afrique, d'Amérique latine ou du Moyen-Orient, qui seront les principaux détenteurs de pétrole dans 40 à 100 ans, la France s'est enfermée avec la construction européenne et elle va s'enfermer davantage encore avec le grand marché transatlantique dans une alliance avec les États-Unis d'Amérique et les pays d'Europe qui seront les États qui n'auront plus de ressources. Mais vraiment, chapeau en matière stratégique. On s'allie avec ceux qui n'auront rien. La conséquence de ça, c'est que sortir de l'Union européenne permettra de mettre un terme à cette stratégie suicidaire et de nouer des partenariats stratégiques avec les États détenteurs de réserves. Parce que sinon, nous allons faire ce qui est en train de se passer. Nous allons être entraînés dans la politique néocoloniale d'appropriation, de rapine et de vol menée par les États-Unis d'Amérique qui veulent s'approprier par la violence, par la force, les ressources énergétiques du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Amérique latine et de la Russie. Nous avons donc le choix entre être du côté de la justice, des rapports pacifiques avec l'ensemble des pays du monde, ou faire le choix d'être avec les gangsters qui veulent piquer aux autres par la force leurs réserves. C'est ça le vrai choix qui s'offre à nous. Je signale qu'un sondage Gallup et Win International qui est sorti le 13 janvier 2014, qui a été fait dans 65 pays du monde, a révélé que pour la population de la planète entière, à votre avis, quel pays représente la plus grande menace pour la paix mondiale ? En un, de très loin devant tous les autres, les États-Unis d'Amérique avec 24% de la population interrogée. Nous faisons alliance avec le pays qui est le plus honni du monde. Comme disait Charles de Gaulle, à la fin des fins, les Américains finiront par se faire détester par tout le monde. Et nous sommes en train de passer sous les fourches caudines de ce pays-là. La sortie de l'Union européenne et de l'OTAN permettra de rompre avec la logique guerrière et belliciste du choc des civilisations. La France renouera avec sa diplomatie indépendante et non alignée, telle qu'elle est ardemment désirée par la quasi-totalité des peuples du monde. Rappelez-vous les années 60 avec le président de la République française en Équateur, au Venezuela, au Cambodge, en Russie, au Mexique ou au Québec. La priorité que nous voulons donner, c'est la priorité à la francophonie. Nous proposons à nos partenaires de la francophonie un parlement de la francophonie. Rappelez-vous, vous savez, je vous avais dit que nous avions une idée pour le parlement de Strasbourg. L'idée que nous avons, c'est que le Parlement de Strasbourg, qui sera libéré par les députés européens, nous allons proposer à l'UNESCO, l'Office des Nations Unies pour la science, la culture et l'éducation, qui actuellement craque dans ses petits bureaux parisiens, puisqu'il y a 180 pays, alors que c'était fait pour 50, on va proposer de transférer l'UNESCO à Strasbourg, qui montrera notre volonté de paix entre le monde latin et le monde germanique, et qui permettra d'ailleurs à nos compatriotes de Strasbourg de voir arriver non pas des représentants de 28 pays du monde, mais des représentants de 170 pays du monde, qui donnera à Strasbourg un rayonnement international excellent. Et nous, en France, à Paris, dans la capitale, eh bien, nous proposerons de transformer l'UNESCO en un parlement de la francophonie, pour changer complètement la francophonie de l'eau du bocal. Parce que la francophonie, il faut arrêter de faire la francophonie de grand-papa pointilleux sur l'imparfait du subjonctif. La francophonie, ça doit désormais être autre chose. Ça doit être une vision du monde, une vision partagée, une autre vision que le monde anglo-saxon. Une autre façon de concevoir la vie en société qui ne soit pas uniquement fondée sur l'adoration du veau d'or. Parce que la langue française, la civilisation française, a d'autres valeurs que celles-là. Et nous pouvons proposer à nos partenaires francophones de se rallier à ce Parlement afin de contrecarrer la théorie racialiste et guerrière du choc des civilisations
promu par les think tanks américains et dont la construction européenne n'est qu'une application régionale. Nous allons permettre l'élaboration de positions communes de la francophonie sur les grands sujets planétaires. On essaiera, puis si on n'y arrive pas, on ne le fera pas. Il ne s'agit pas de faire une union africaine, une union francophone comme il y a une union européenne. Il s'agit d'avoir des pays souverains qui pourront peser de tout leur poids s'ils sont plus nombreux, s'ils sont d'accord pour avoir une même vision des choses, par exemple sur la situation au Moyen-Orient. S'il y avait 30 pays francophones qui disent la même chose, ça pèse de tout son poids. Ou bien sur le système financier international, ou sur la réforme du Fonds monétaire international. En fait, c'est donner à la francophonie une vision politique, en finir avec la France-Afrique, les liens de domination néocoloniaux, mais nouer un vrai partenariat avec ces pays dont, en fait, nous sommes beaucoup plus proches qu'il n'y paraît parfois. En réalité, nous sommes beaucoup plus proches du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de Madagascar, du Vietnam, de Haïti, que nous ne sommes proches de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lituanie, de la Finlande. C'est ça la vérité. Et puis, ce n'est pas seulement la francophonie, c'est aussi la priorité à l'universel. Le français, la France a été championne tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle par ce bel adjectif que nous voulons remettre au goût du jour, l'universel. C'est les Français qui ont inventé les expositions universelles. Universel, ça veut dire que la France ne fait pas le distinguo entre des pays serviettes et des pays torchons. Ça, c'est une vision d'apartheid. Nous disons qu'au 3e millénaire, tous les peuples du monde sont égaux. C'est justement, il faut en finir avec le 2e millénaire. Il faut désormais considérer que toute l'humanité est égale. Il faut considérer que tous les pays doivent défendre leur identité nationale parce que rien ne serait pire. Le pire cauchemar, je crois, qui pourrait arriver, c'est que nos arrière-petits-enfants, au XXIIIe siècle, aient une planète qui ne soit couverte que de Kentucky Fried Chicken et où tout le monde parle l'américain. C'est l'horreur. Nous devons donc défendre la biodiversité des espèces végétales et animales, mais aussi la biodiversité des peuples et des nations. Et en même temps que nous devons défendre ça, c'est dans une relation dialectique et dynamique, nous devons nouer des partenariats avec tous les peuples du monde sur la base de l'égalité, sans faire de distinguo sulfureux et suspect selon l'appartenance à tel ou tel continent. En réalité, nous réorienterons une partie de nos versements à l'Union européenne en une aide à destination des pays de la francophonie et plus généralement de tous les pays du monde en développement. Nous développerons un système d'échange d'étudiants important de type Erasmus. On vous bassine sans arrêt. Erasmus, c'est formidable. Non, c'est pas formidable. Pourquoi est-ce qu'on devrait développer des échanges entre des jeunes étudiants français et espagnols et pas entre des étudiants français et ivoiriens ou brésiliens ou japonais? En vertu de quoi il faudrait développer des échanges entre les jeunes Français et les jeunes Estoniens et pas entre les jeunes Français et les jeunes Vietnamiens, Cambodgiens, Indiens, Pakistanais ou Mexicains? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, la mondialisation n'est pas une mondialisation, c'est une américanisation. Et nous sommes contre l'américanisation du monde. On ne sait pas contre le peuple américain. On fait bien le distinguo entre le peuple américain et les dirigeants qu'il subit. Nous sommes en faveur de l'universel. Tel est notre programme. Le programme, celui que nous proposons, les Jours heureux. Les Jours heureux, c'était le titre du Conseil national de la résistance de 1944. Le titre du programme, c'est celui que nous avons repris à notre compte 70 ans après, en le modernisant. Nous vous appelons à une véritable révolution politique qui consiste tout simplement à faire que la France redevienne la France. Merci beaucoup de votre attention.